Malgré cette pluie qui donne un contexte assez intéressant à mon introduction, je vous donne la bienvenue à cette séance intitulée L'état futur du financement et de l'achat des produits de SSR. Aujourd'hui, je serai votre modérateur et je m'appelle Martine Smith. Donc, je vous invite à élargir cette conversation à travers les hashtags CIPF 2000 ou plutôt ICFP 2022. Comme vous le savez, la coalition pour le fournissement des produits de SSR est une coalition de plusieurs associations pour assurer ou pour garantir l'accès abordable et de qualité aux produits de santé sexuelle et reproductive dans des communautés marginalisées. Nous avons une autre raison d'être tourne autour de ce que nous appelons les 3 M, d'après son acronyme en anglais, mais en gros, ce que nous cherchons, c'est une plus grande résilience dans les marchés mondiaux. Ce dialogue cherche à trouver des moyens pour assurer le financement et l'achat constant des produits et des santé. Nous travaillons pour évaluer les moyens actuels d'achat et de financement et nous évaluerons d'alternatives pour garantir l'accès durable, équitable et abordable. Pendant les prochaines 75 minutes, nous allons écouter des interventions assez intéressantes et donc je vous invite à rester avec nous. Il est un énorme plaisir d'introduire nos intervenants d'aujourd'hui. Tout d'abord, Madame la docteure Salma Anas, directrice du département de santé familiale du Nigeria. Bienvenue, docteur Anas. Ensuite, Madame Laurent Archer, directrice du bureau national du DKT international au Kenya et Uganda. Et nous avons également le docteur Eman Adelemosin, dirigeant des programmes du FNUAP, et finalement Monsieur James Trop. Alors, je vous cède la parole, James. Merci beaucoup pour cette introduction, Martine. Bonjour tout le monde. Il est un grand plaisir de se présenter auprès de vous. Comme vous le savez, l'initiative SEMA a été déployée il y a à peu près un an et c'était le fondement d'une programmation opérationnelle plus vaste. Donc, je vais commencer par une explication de ce que l'on fait à ZEMA et comment nous adressons les défis des marchés mondiaux. On va travailler ou je vais plutôt développer nos initiatives en matière des financements et des produits de SSR qui sont indispensables pour garantir l'accès au DSSR, ce qui donnera lieu à une conversation plus vaste qui sera continuée par mes co-intervenants. SEMA a une vision où nous avons un monde en bonne santé, équitable, résilient. Mais nous avons constaté que les contextes nous rendent assez fragiles. Il va sans dire que nous avons relevé plusieurs défis en matière d'accessibilité, mais il y a toujours des défis à relever.
Par exemple, des décisions unilatérales des fournisseurs ou des partenaires qui mettent en péril ou même en crise nos systèmes. Bien entendu, cette situation a été aggravée par la COVID-19 et beaucoup d'autres problèmes qui ont découlé. Donc, nous travaillons pour renforcer cet écosystème et nous continuerons à le faire dans les futurs, dans ces contextes aussi changeants. Donc, nous acceptons ce contexte et voilà pourquoi notre vision et notre mission tournent autour d'un monde où les femmes et les jeunes filles auront accès aux produits de qualité grâce à des marchés et des écosystèmes qui garantissent l'accès aux produits de qualité. Donc, nous travaillons pour ajouter de la valeur dans les chaînes de fournissement et à travers des approches de financement durable et dans un souci d'élargissement et de notre action. Maintenant, je vais vous expliquer comment on prétend de déclencher ces changements. De gauche à droite, vous pouvez consulter notre théorie du changement. Tout d'abord, nous avons les conditions de base. Tout d'abord, il faut comprendre les marchés, de penser aux solutions aux problèmes. Ensuite, nous avons l'analyse des opérations nécessaires et finalement les résultats. Donc, lorsque l'on parle des marchés en bonne santé, on parle des marchés stables avec des solutions pertinentes et qui visent à résoudre des problèmes et avec de stratégies de suivi solides que vous pouvez voir dans les carrés. Ensuite, vous pouvez consulter les, les résultats ou les produits de cette stratégie dans les demi-cercles. Et finalement, les résultats majeurs consiste à développer des marchés avec des services des SSR améliorés ainsi qu'une amélioration dans la santé des femmes et des filles. De cette façon, nous contribuons tous et toutes à l'amélioration ou de l'exécution de nos responsabilités. Et c'est de cette façon que nous cherchons et que nous pensons que nous pouvons améliorer les résultats et pour la santé. Notre écosystème se divise dans plusieurs niveaux et normalement, je vous présenterai une ou un schéma largement plus simple à lire, mais là, je vais vous présenter les différents niveaux qui touchent les finances, l'achat, la manufacture, la distribution, ainsi que l'utilisation et la livraison. Donc, à CEMA, nous travaillons pour mieux saisir les interactions entre les différents acteurs du système et nous travaillerons dans la prochaine décennie pour l'amélioration de ces schémas et nous voulons également renforcer la capacité de financement de ces schémas. Ici, vous pouvez consulter la stratégie que nous avons pour le développement et la livraison des produits dans les marchés nationaux. Vous pouvez les consulter dans les carrés bleus ainsi que violet et vous pouvez consulter comment nous voulons travailler sur la durabilité et l'accessibilité. Mais pourtant, ces solutions ne peuvent pas réussir sans
Sans un contexte favorable. Nous savons que les marchés unissent les pays à des fournisseurs afin de garantir la livraison des produits. Les produits, les marchés nationaux sont un aspect critique et bon, partout ailleurs dans les événements SFI, FIP et nous pouvons voir au bas de l'écran en bleu clair les fonctions du marché fournies par les agences internationales, les partenariats, les ONG et d'autres. L'introduction produit, fonctionnalités de soutien, système d'assurance qualité, etc., bien d'autres. Alors, voici, on souhaiterait renforcer le système et c'est ça notre visée. Et maintenant, analysons comment on identifie les priorités, les interventions et la réponse. Bon, je vais faire une analyse et le travail réalisé pendant quelques mois et qui a été présenté au webinaire SEMA et cela nous permet de proposer quelques solutions pour renforcer les facilitateurs des marchés. Alors, voici les constats de l'analyse. On utilise le cadre des marchés santé de SEMA et alors voici, nous avons groupé les évidences en termes de financement, information des produits. Pourquoi? Parce que pour nous, un marché à succès, c'est quand on finance les produits et que tout s'écoule normalement et doucement. Alors, on commence par le financement en priorité. Les constats nous sont bien familiers. Bon, les marchés sont critiques, les budgets nationaux augmentent, mais pas aussi rapidement à partir du niveau de base. Pour s'anticiper à la demande, le secteur privé est énormément important, mais la demande est fragmentée. Et on continue vers le bas. Le financement n'a pas été affecté, n'a pas intimidé ni les prix, ni la qualité de tous les différents canaux. L'assurance des produits en Afrique et comme nous l'a montré la COVID, voici une dimension importante de sécurité des provisions. Et nous avons toujours des revers quand nous avons déjà analysé le marché et bon, des faiblesses, et nous en avons déjà parlé et qui va saper les fonctionnalités les plus importantes. Alors, voici l'apparence de notre écosystème et voici une image d'un meilleur futur dérivé de l'analyse des sources qui nous aident à l'illustrer. Alors, je vous demande d'imaginer l'avenir et que tout a basculé sur le national, les achats et la direction de leur propre marché. Et bon, cela requiert le financement pour faire la transition vers le niveau national, une provision robuste, soutenue par une introduction de produits plus efficaces, la demande pour une architecture de coûts et des outillages aux achats qui soient efficaces dans tous les canaux et finalement un changement des données, la disponibilité de ces données. Et la diapo suivante, on essaye de regrouper la vision dont je vous ai parlé sur l'écosystème dont je vous ai parlé. Et comme vous le savez, SEMA va proposer, va penser aux interventions sur les 3 niveaux de marché, pays, produits, ainsi que les facilitateurs de marché. Je ne vais pas parler ni des produits dans les pays, ni les différents niveaux. Ceci a été couvert ailleurs. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur ces solutions émergentes pour les facilitateurs des marchés et de nouveau le financement des produits et des informations, surtout de la chaîne de valeur et pour tous les marchés. Alors, bon,
Ici, nous voyons clairement sur cette diapo, voici un forfait d'idées et une série d'idées émergentes avec les partenaires. Alors, mon commentaire, c'est travailler tous ensemble au long de toutes ces solutions. La communauté de partenaires peut changer la donne de l'écosystème et s'adapter à l'avenir. Oh, bon, je mets en exergue quelques-unes. Ici, euh, ici en haut de l'écran, accroître le financement national au niveau public-privé, de multiples partenaires qui travaillent déjà, les gouvernements nationaux, y compris cette semaine, qui commencent à s'impliquer, les coordinateurs, ainsi que offrir un soutien à nos pays partenaires, aux pays partenaires. Et voici le quatrième rang, les stratégies d'achat qui ciblent les solutions qui sont importantes pour le sujet sur lequel on se penche. Alors, bon, les marchés au-delà de l'USAID et du Fonds national le Fonds des Nations Unies pour la population, explorer le concept d'un spécialiste agrégé SDSR et puis l'agenda des informations et ou les efforts de coordination pour pouvoir saisir et répondre aux consommateurs est également une priorité. Et on poursuit quelques idées dans ce domaine-là. Alors, je passe à la fin de cette intervention. Alors, nous allons faire une plongée profonde dans le domaine de ces concepts en rouge et les solutions fondées sur le financement et les achats. Et en haut de la page, le financement des gouvernements dans le contexte de SRDR. Et puis, bon, en premier lieu, cette diapo propose qu'un partenariat SDSR avec le GFF et pour ajouter de l'énergie à la croissance des gouvernements et leur financement. Et à gauche, et ceci puisé du rapport GFF et qui nous montre que le GFF a été un moteur pour engager plus de ressources à notre SRDR. Alors, on voit les pays partenaires du GFF à gauche et les pays non GFF à droite. Alors, voici les allocations, les acheminements des ressources. Alors, bon, voici, nous avons une augmentation des participations de AIDA. Alors, bon, voici, bon, nous avons vu une augmentation dans la plupart des pays. Et il est important ici de noter que nous avons subi un impact Covid très important et ceci a eu des retombées sur les allocations 2020-2021. Mais l'histoire et la raison pour laquelle on continue à avoir une augmentation à gauche, c'est que dans les pays GFF, on voit une augmentation pré-Covid et après ce que cela signifie, c'est que avec ce besoin d'avoir une transition, nous devons obtenir les budgets des gouvernements et nous devons nous rétablir de la COVID. Alors, la proposition avec ce partenariat, c'est que le SRH et le GFF se ciblent pour assurer la santé sexuelle et reproductive pour les familles dans le cadre des politiques SRH et les politiques qui s'en suivent. Alors, cela va permettre au GFF d'offrir des soutiens supplémentaires pour la quantification, la conception de systèmes, le suivi des systèmes et les rapports bien établis, ainsi que les approches. Alors, voici notre ciblage principal et la diapo finale, quelques minutes.
sur le concept agrégé l'agrégation dont j'ai déjà parlé, le renforcement des achats et des stratégies en dehors de marché des donateurs et des bailleurs de fonds en termes de disponibilité, de prix et de qualité. Alors bien sûr, nous savons déjà que les marchés privés dans les nombreux domaines n'ont pas besoin d'intervention. On peut penser à de grands marchés dans les différents pays avec des méthodes moins coûteuses, mais également il y a des brèches dans la couverture des marchés, surtout quand les marchés privés ne sont pas si viables au niveau commercial. Nous avons également des sous-marchés dans le marché le plus large, dans les pays plus petits, avec des produits plus complexes. Alors, cette proposition vise ces brèches de manière très pratique, de façon avec une agrégation et mettre les marchés, les transactions tous ensemble et que cela n'ait jamais lieu si elles ne sont pas faisables ni possibles. Nous avons la disponibilité de services et l'accès et simplement le cycle qui commence par l'identification d'un mécanisme, d'un partenariat qui pourra être réuni et on le voit sur le graphique, la capacité d'offrir un choix de produits assez large et on continue la croissance des volumes, plus d'informations, plus de demandes, plus de manufactures, meilleure performance, financement, des volumes plus importants pour justifier les grands investissements et les niveaux des stocks, les niveaux des services et au fur et à mesure qu'on est plus attiré à la plateforme, le cercle vertueux va continuer à augmenter. Alors, cette intervention pourra s'accélérer avec une offre plus importante de services et un financement et des termes à longue durée pour réaliser les paiements et c'est important pour attirer le secteur public et ceci est une priorité également. Alors, et finalement, on imagine des partenariats avec des plateformes et des initiatives qui peuvent se développer et évoluer dans le temps de façon très importante. Alors là-dessus, Martin, bon, je termine. Merci à tous. Merci de m'avoir suivi et j'apprécie votre bienveillance. Et bon. Et Martin, le micro est à vous. Merci, James. Merci. Alors, nous avons résumé cette présentation si enrichissante. Alors, quatre aspects qui ont attiré mon attention. La contribution positive à la performance des marchés. Deuxièmement, l'avenir, le mouvement du centre de gravité au niveau national et l'importance d'une communauté de partenaires qui travaillent ensemble, les solutions potentielles que vous avez soulignées et pouvoir pousser et accroître les ressources au niveau domestique et les produits, le financement des produits SDRS. Et alors, c'est un cercle vertueux créé par les achats et les livraisons, les capacités qui s'en suivent, etc., etc. Merci, James. Alors, il y a beaucoup à discuter et alors, maintenant, nos panélistes vont lancer le débat. Alors, James a présenté une perspective très importante. Docteur Salma, êtes-vous d'accord si vous commencez? Et alors, j'ai une question une double question pour vous. Bon, quels sont les défis que le Nigeria doit relever en travaillant avec la communauté globale? Numéro 1, numéro 2, que pensez-vous des solutions créées au niveau local pour gérer et relever les défis qui se posent à vous? Merci, Salma. Et le micro devrait déjà être ouvert, mais sinon, je vous prête mon micro et on va continuer. Merci Martin, merci James pour cette présentation très enrichissante.
Alors bon, avant de parler des défis, je vais parler du gouvernement fédéral de Nigeria qui s'engage à la livraison de services de planification familiale et de produits pour les Nigérians qui en ont besoin, les femmes, les enfants, les adolescents et les hommes. Alors cet engagement reste inébranlable et fait partie de notre CSU et fait partie intégrale de notre développement national. Bien sûr, le parcours n'a pas été facile. On a dû faire face à de nombreuses difficultés, mais ce qui est important, c'est que nous sommes bien gérés. Depuis 2011, le gouvernement fédéral s'est engagé à l'achat de 3 produits à la planification familiale et a établi un accord avec des partenaires globaux, l'Agence des Nations Unies pour la population et bien d'autres. Et ce financement a été préservé jusqu'à présent et maintenu, même si nous ne sommes pas arrivés au niveau de notre engagement. On devait engager 4 millions de dollars, mais nous avons des difficultés. Mais la difficulté principale, c'est le financement, la contribution au panier de financement. Alors, le gouvernement, oui, s'était engagé. Oui, la voie est ouverte. Mais après cela, nous avons renoué et renouvelé l'engagement. Mais à cause de la crise économique globale qui a frappé tout le monde, pas seulement le Nigeria, alors on a subi un revers, surtout à cause de la Covid. Ce n'est pas une nouveauté, mais la nouveauté est que nous avons maintenant une énorme pénurie de revenus au niveau infranational. Le Nigeria opère au niveau national et infranational et qui porte atteinte et qui est important pour le financement et pour la livraison de produits à la planification familiale au Nigeria et d'autres défis que le secteur privé s'implique et de nombreuses affaires et d'entreprises. Nous avons un dialogue avec le secteur privé et que également trouver un équilibre entre la demande et l'approvisionnement. Alors évidemment, les difficultés et, évidemment l'environnement de la demande et qui se voit influencé par les communautés, les institutions traditionnelles et les institutions religieuses. Alors cela représente un défi également, même si les concepteurs politiques conviennent et sur un point, il faut qu'ils s'impliquent parce qu'il faut inclure le Parlement qui va débloquer le potentiel pour l'allocation des ressources et que ces ressources soient dédiées. Et bon, en dehors de cela, d'autres difficultés, d'autres défis, la génération de données de qualité en temps réel à partir du niveau infranational au niveau de base et on utiliser ces données pour prendre des décisions opportunes pour gérer les besoins en termes d'approvisionnement et offrir des informations adéquates aux femmes, aux adolescentes, aux filles. Nous n'avons pas une variété ni une méthode pour offrir les produits dans notre pays, les commodités dans notre pays. Alors, pour les aider à prendre une décision propre et également offrir des informations en termes des effets secondaires, s'il y en a, et où est-ce qu'elles pourront se diriger pour soulager ces effets secondaires. Alors, s'il y a des difficultés, alors il faut continuer. On ne va pas se lamenter de nos difficultés, mais finalement, on n'a pas la maîtrise totale des marchés mondiaux. Le Nigeria ne maîtrise pas les marchés. Alors, comment pouvons-nous maîtriser les prix établis? Et alors, cette maîtrise, on n'a pas encore ce pouvoir et c'est une autre restreinte à laquelle on fait face. Bon, par ailleurs,
les solutions. Alors, le pouvoir, la capacité de gérer les défis et bon, ce sont des solutions créées au niveau local. Alors, bon, c'est dans le sillage de la pandémie et les bailleurs de fonds, les grands bailleurs de fonds, et nous avons eu une réduction budgétaire pour les commodités également, la contribution gouvernementale au panier de financement. Alors, nous avons recherché peut-être et identifié quelle pourrait être la meilleure manière d'avancer les financements pour garantir et assurer le financement durable pour les produits et la livraison de produits à la planification familiale au cas où on aurait à affronter une situation semblable dans le futur, mais il faut y penser. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est que nous avons travaillé à mobiliser les ressources. À l'intérieur, on a ce que le gouvernement appelle un fonds de base et qui est un pourcentage du budget total du financement du gouvernement. Un pourcentage va être alloué au fonds pour les soins de santé et après, on va intégrer la planification familiale, les produits et la livraison des services et nous allons commencer à prioriser et s'assurer que ce soit réalisé au niveau national. Bien sûr, on a repositionné la planification familiale pour qu'elle devienne partie intégrale de CSE et de la couverture universelle. Et car on ne peut pas parvenir au CSE sans les services de planification familiale. Alors le CSE fait partie de cela. Alors nous avons construit un partenariat avec l'agence de développement et suivant tout le processus, l'achat, la distribution, la livraison, les logistiques, la gestion jusqu'au niveau du PHC. Alors c'est l'engagement qu'on a pris. Alors récemment, le gouvernement a lancé la politique à la population sur le développement durable et nous a déclaré très clairement que cela est clé au développement national. Alors, on ne peut pas concevoir la planification familiale en tant que telle, mais elle est clé au développement national et qui est insérée dans tous nos plans de développement dans le pays. Alors, voici les pas en avant qu'on a fait et on s'est engagé à l'FP 2030 et dans le cadre de cet engagement, il faut atteindre ce niveau d'engagement car au niveau étatique où on applique la société civile, les jeunes, le gouvernement privé, le secteur privé, etc. Alors au niveau infranational, et également allouer 1% de notre budget santé pour les commodités et ceci est également sacré dans notre engagement. Le Nigeria a pris avec la frappe du Covid, les secteurs privés au Nigeria ont énormément contribué à la plateforme et des leçons ont été apprises du secteur privé et des alliances et nous avons tiré des leçons comment nous pouvons construire et livrer la planification familiale. On travaille avec les secteurs, avec les comités, avec le ministère de la Santé. Nous avons développé des directives et comment nous pouvons avoir un levier d'opportunité et véritablement s'engager et pouvoir comment les marchés existent au Kenya. Et finalement, ce sont les données, l'information. Et nous sommes heureux que Nigeria fasse partie de l'analyse et du réseau de faisabilité. Et nous entrevoyons un avenir. Il faut décentraliser jusqu'au niveau infranational et comme ça, pas seulement pas seulement au niveau national, mais infranational pour développer les capacités et cela nous offrira des données en temps réel pour faire le suivi des avancées et où est-ce qu'on en arrivera. Alors, voici des domaines, voici les avancées dans notre pays. Merci, Salma. Alors, c'est formidable. Et la manière dont vous parlez
et les aspects vertueux des marchés et des communautés au niveau national et la façon dont vous travaillez au Nigeria, 1% peut être une somme très importante et les 1% des budgets étatiques dans le cadre des engagements à la PF 2020. Alors, merci d'avoir parlé de ces solutions créées au niveau national. Alors, maintenant, dans votre propre opinion et d'après la présentation de James, qu'est-ce qui a résonné le plus pour vous et comment allons-nous gérer les approvisionnements? Merci beaucoup, merci à vous, Martin, et merci à tous nos collègues de m'avoir invité à ce panel. Je commence par la fragilité des marchés dont James a parlé au début de son intervention. Si on prend une prise de vue de la situation, nous avons maintenant 8 milliards de personnes et un quart de milliard de ces 8 milliards sont des personnes sexuellement actives, des femmes en âge reproductif qui ne veulent pas tomber enceintes, mais qui toutefois n'utilisent pas de méthode contraceptive. Alors, si on décortique un petit peu plus cela, on va trouver que la plupart de ces femmes vivent dans des pays à faible revenu ou à revenu moyen. Et si on les décortique encore plus, ces femmes vivent dans des zones rurales et des zones qui ont été les victimes de conflits politiques, géopolitiques, changements climatiques, etc. Alors, et je reviens sur ce que Martin a dit sur la fragilité des marchés, sur les accès durables à la contraception moderne. Alors, qu'avons-nous maintenant, à présent? Nous avons un système qui est pratiquement, qui dépend des donateurs et des commodités. Et je vous donne un exemple, un modèle très simple. Pour que la communauté globale parvienne à une réponse totale en matière de planification familiale 2030, pour parvenir aux ODD, nous avons besoin de près de 70 milliards de dollars, 79,9 dollars américains. Et nous n'avons que 8,6 milliards engagés et de la part des pays donateurs, 59,9. Cette brèche sera couverte par les gouvernements ou bien ils resteront à la marge. Alors, bon, cela pour financer les contraceptifs. Et bon, dans le cadre de la contraception qui n'est pas déjà dans le cadre du SDSR. Alors, ceux qui ne peuvent pas aborder ces coûts, ils devront le payer. Alors, il faut réglementer les prix et la distribution des contraceptions modernes et dans les pays que nous desservons là. La fragilité des marchés, tel Jason l'a mentionné, et le manque d'accès équitable aux méthodes de contraception sont une priorité. Au fond des Nations Unies pour la population, qu'avons-nous fait? Alors, bon, nous avons l'Agence des Nations Unies pour la santé reproductive et sexuelle et nous sommes les fournisseurs de contraceptifs et de médicaments pour la santé maternelle. Et bon, c'est la solution pour la livraison de contraceptifs. Nous travaillons de près avec les gouvernements, comme la docteure a mentionné. On travaille après avec les gouvernements sur les politiques qui réglementent le financement des contraceptifs, l'approvisionnement en contraceptifs et assurent la distribution et la chaîne de distribution de ce contraceptif. Et d'emblée, nous avons commencé à établir une relation qui est fondée sur la redevabilité. Et ce n'est pas simplement le don de contraceptifs
de contraceptifs gratuits. Les gouvernements contribuent au prix des commodités qu'on offre et les gouvernements s'engagent à établir des processus de quantification fondés sur l'évidence et nous avons une visibilité des analytiques visibles et qui sont notre source de données pour cette contribution. Alors, c'est là-dessus qu'on a travaillé avec les gouvernements. Également, le Fonds des Nations Unies pour la population a renforcé son mandat quant à la fourniture de commodités jusqu'à la fin de 2021. Notre source d'achat était responsable de l'achat et de la livraison de commodités de produits au port d'entrée de notre pays. À partir de cette année-ci, nous avons une gestion de valeur pour s'assurer que les commodités arriveront du début jusqu'à la fin et nous avons un processus d'assurance utilisé pour s'assurer que les commodités soient livré à l'utilisateur final et ceci répond aux besoins d'accès équitable à la contraception. Nous travaillons de la main de nos partenaires dans la coalition pour assurer le développement de solutions durables pour les années à venir et pour réduire cette problématique. Merci beaucoup, Simon. Les applaudissements pour Simon sont un ordre. Merci. Vous avez parlé de l'accès équitable et comment les stratégies en partenariat avec les gouvernements puissent favoriser une redevabilité mutuelle pour assurer la livraison et les fournissements des produits de SSR ainsi que pour favoriser l'évolution des services d'achat en fonction de la dynamique des chaînes logistiques et des unités de production. Je vous remercie. Laurent, changeons de sujet à peu près. Nous voulons connaître les défis principaux que vous rencontrez dans les services et dans les domaines privés et comment cela concerne les produits de SSR. Merci beaucoup, Martin, et je remercie aux organisateurs de ce débat. Avant de décrire les défis, je voudrais partager une contribution qui a fait les secteurs privés. Les secteurs privés favorisent le fournissement des produits de SSR partout dans le monde et l'on travaille dans la livraison des produits et le développement technologique. Au niveau national, nous travaillons dans la livraison des produits et des marchandises et dans des pays tels que l'Ouganda ou le Kenya, il y a jusqu'à 40% des femmes qui cherchent des produits auprès des privés. Bien qu'il s'agisse des produits de courte durée tels que les capotes et d'autres méthodes barrières, les secteurs privés est indispensable pour les fournissements de ces produits. Le privé est expert également dans les chaînes logistiques et on sait dans les domaines privés que les produit le plus cher est celui qui est épuisé et dans les chaînes logistiques mondiales. Donc, nous savons qu'il y a un intérêt des privés pour participer dans ces initiatives et pour favoriser l'accès équitable à ces produits dans l'avenir, ainsi qu'entamer ou établir ou entrer dans des négociations avec les gouvernements. Pour parler des deux
principaux défis, je pense qu'il y a toujours des distorsions et des manipulations du marché dans plusieurs pays, ce qui pose des difficultés au secteur privé. Parfois, il y a des systèmes, des pratiques, des politiques, ainsi que des pratiques informelles qui entament l'accès aux produits de SSR, ou plutôt qui entravent l'accès aux produits de SSR. Et nous devons garantir l'accès aux produits de SSR au-delà des instances publiques. Dans plusieurs pays, on voit une hausse dans l'utilisation des produits contraceptifs, mais on fait la comparaison avec des années où les secteurs privés n'étaient pas aussi présents dans les politiques de SSR dans plusieurs pays. Donc, peut-être il est un bon moment pour réfléchir s'il y a besoin de transférer des responsabilités qui étaient autrement publiques vers les secteurs privés, et nous serions ravis d'assumer ces responsabilités. Il faut également trouver des solutions aux distorsions du marché et pour réduire la spéculation. Donc, voilà pour le premier défi. Et pour le deuxième, il y a des barrières à l'entrée et des restrictions légales. Parfois, les processus d'enregistrement des produits sont assez encombrants. Et même dans les pays où nous avons des opérations régulières ou qui datent depuis un moment également, et les impôts sont une barrière ou représentent une barrière à l'accès, ainsi que euh, les restrictions à la publicité autour de la contraception. Et merci beaucoup. Docteur Salma, pour avoir parlé de la demande, parce que c'est un sujet qui concerne également les domaines privés. Les privés vont toujours chercher des opportunités pour parvenir à une demande. Donc, s'il y a une demande pour des produits et des services, les sociétés privées seront intéressées par le développement de ces produits. Et voilà ma conclusion. Merci beaucoup, Lorraine, pour nous parler du rôle du domaine privé et dans la planification familiale qui ne cesse de s'accroître. Dans plusieurs pays, il faut réviser la vision que nous avons du marché et du secteur privé, parce que dans plusieurs pays, et on a une vision assez réductrice à ces sujets. Il reste des barrières à l'entrée, et ceci entrave le développement d'un marché florissant. J'ai une question ou deux que je vais vous poser un peu brutalement. Et donc, parlons des solutions. James en a déjà parlé, mais je voudrais savoir quelles seraient les solutions avec les plus grands potentiels d'avoir un impact, et d'après les solutions que James a présentées. Donc, qui voudrait commencer? Alors, je vais vous céder la parole, docteur Salma, en vue de la réponse qu'on a eue du reste des intervenants. Bon, je pense que c'est une question très compliquée à répondre.
Je pense que le Nigeria est en possibilité de participer dans le développement de stratégies plus larges en vue de la nature de son marché. Pour l'instant, nous offrons des solutions en fonction de la demande, mais il nous faudrait avoir une vision plus large. Nous voudrions assurer l'existence d'un marché et d'une demande constante et, et de cette façon attirer l'investissement du secteur privé. Et vis-à-vis nos donateurs, on voudrait continuer à accroître nos initiatives et élargir les soutiens en fonction du développement de nos initiatives et des jalons à atteindre. Nous savons qu'il y a énormément de risques et parfois, et je trouve que l'on assume que notre économie va rechuter, mais je voudrais travailler pour convaincre nos leaders des organisations conventionnelles pour éviter un retour en arrière. Merci beaucoup, docteur Salma. Et Laurent, et je vais revenir vers vous. Quelle est la solution avec avec le plus de potentiel? Je pense que c'est la première solution proposée, celle d'augmenter le financement public avec certaines réserves. Je pense qu'il faut donner des pouvoirs élargis au gouvernement pour prendre les décisions, mais et il n'y a pas autant de problèmes si l'on donne davantage de pouvoirs décisionnels au gouvernement qu'au public, mais avec une certaine réserve. Mais il faut garantir l'accès aux produits dans les pays. Dans certains contextes, la prise de décision est effective et peut faciliter une réponse à la demande. Mais pour revenir à ce que Martin a dit, ma réserve serait celle des distorsions des marchés. Donc, il faut examiner les incohérences qui persistent et il faut définir ce que l'on va faire avec les financements disponibles. Il faut garantir les produits pertinents et il faut garantir la disponibilité des données pertinentes pour savoir combien de femmes sont intéressées par un tel ou quel produit dans une telle ou quelle région. Ceci pose une difficulté au secteur privé au niveau de l'investissement dans la recherche et c'est un coût qu'on va terminer par transférer à l'usagère. Nous pourrions pour autant travailler dans l'élargissement et du pouvoir décisionnel des gouvernements et de laisser un peu de marge d'action au secteur privé pour procurer l'effectivité, mais il faut faire attention au fait qu'un plus grand financement ne se traduira pas forcément dans un investissement effectif. Il est vrai, nous devons travailler dans la bonne direction. J'invite notre public à s'approcher de notre microphone. Il y en a ici et là. Donc, si vous avez des questions, veuillez vous approcher du microphone en entendant les propos éclaircissants de James ou d'Eyman. Quelle est la solution la plus pertinente?
Merci beaucoup, Martin, et je suis d'accord avec Laurent ou en ce qui concerne les financements et la prise des décisions. En tant que donateur, nous avons fourni des marchandises si longtemps que c'est normal ou pour les gouvernements de détourner leur attention vers d'autres secteurs priorités ou d'autres secteurs priorités en matière de santé. Et donc, comme James l'a dit, nous devons améliorer les compétences et les capacités d'achat à niveau ou au niveau local et nous devons favoriser l'inclusion des fournisseurs du Sud qui développent des contraceptifs, mais qui n'ont pas assez d'argent pour être reconnus par les systèmes de certification de l'OMS. Pour renforcer les chaînes logistique à l'intérieur des pays, nous devons leur aider à se développer afin qu'ils puissent rentrer dans les chaînes logistiques mondiales à partir de la certification de l'OMS. Donc, si nous travaillons ensemble pour euh, développement des politiques inclusives en matière de certification, nous pourrons aider ou favoriser le développement du secteur privé et nous arriverons à une bonne distinction entre les responsabilités du secteur privé et du secteur public. Au Fonds des populations des Nations Unies, nous sommes en train de ravitailler les systèmes qui n'ont pas assez des sources et des produits ou d'informations afin qu'ils puissent avoir des chaînes logistiques et nationales qui peuvent satisfaire leurs besoins nationaux. Merci beaucoup, Simon. Vous avez parlé des solutions les plus pertinentes et du point de vue du Fonds de population des Nations Unies et qui tourne autour du renforcement des chaînes logistiques intérieures, ce qui revient au point fait par Salma au niveau de de, de, de l'inclusion et des fournisseurs locaux dans les chaînes mondiales. Je ne vois personne au microphone. Et si vous avez des questions, je vous invite à vous approcher d'eux. Et, par exemple, monsieur, si vous avez une question, il y a un microphone juste derrière vous et j'invite le reste du public à faire le même. Donc, nous aurons une première question et pour le reste, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Bonjour, je suis de l'autre côté de la salle. J'ai une question. Là, maintenant, on vous voit très bien. J'ai une question pour tous les intervenants. Je m'appelle Griffin et je viens du Kenya. Qu'est-ce que les fonds de population des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales vont faire pour inviter ou encourager les gouvernements à développer à développer davantage la planification familiale. Je comprends ou je sais qu'il y a une question de coût, mais qu'est-ce que vous allez faire pour encourager un investissement plus large en planification familiale? Merci beaucoup, Griffin, et
Nous avons prendre 2 ou 3 questions supplémentaires. Veuillez bien vous mettre en vedette et vous rapprocher du micro. J'ai une question pour vous, Ayman. Chaque jour, dans les infos, on parle de la surconsommation, du réchauffement climatique, des catastrophes naturelles, de la surpopulation. Mais vous avez dit que vous avez besoin de 60 milliards, mais vous n'en avez que 8. Donc, comment ça se fait que le réchauffement climatique ou comment faire pour que le réchauffement climatique ne prenne pas la place prioritaire au-dessus des sujets tels que la planification familiale et la contraception en vue de la présence du réchauffement climatique dans les infos tous les jours. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro? Bon, je pense que l'on va répondre à la question de Griffin et tout d'abord. Et la deuxième question était très clairement adressée à toi, Iman, mais peut-être on peut parler des priorités budgétaires ou le reste d'entre vous peut répondre à cette question. Merci beaucoup, Griffin. Je comprends que vous venez du Kenya et à ce sujet, je dirais qu'il y a des pays tels que le vôtre, comme l'a mentionné Salma, qui ont fait des avancées énormes pour élargir la couverture des santé et l'accès aux services contraceptifs. Le Kenya a énormément investi dans la contraception, ce qui ne veut pas dire ou n'empêche pas euh, l'existence des brèches qui sont défavorables à l'autonomisation, mais il y a déjà des progrès à ce niveau. Il y a également des partenariats fondés sur la redevabilité et mutuelle, et ce qui est très important. Et nous travaillons également dans la consolidation d'une approche fondée sur les droits humains. Il ne s'agit pas de trouver une solution du jour au lendemain, mais de garantir les services sanitaires universels, y compris les services de santé sexuelle et reproductive. Nous devons travailler sur l'engagement des gouvernements et il y a des gouvernements déjà matures qui sont déjà engagés, mais ce qu'il leur faut, c'est de l'information pour prendre des décisions. Nous avons développé le mécanisme Match Fund pour stimuler l'achat des contraceptifs et chez les gouvernements. Et dès que les gouvernements investissent dans les contraceptifs, on compense cet investissement à travers le double de produits ou l'équivalent de 2 fois la somme en contraceptif. Nous avons également travaillé sur l'allocation diversifiée des ressources, et nous pensons que ceci sera très important pour favoriser l'accès aux contraceptifs. Merci beaucoup et je reviens à la question de Jacques-François. Alors, au Nigeria, il va sans dire qu'il y a des priorités sécuritaires et d'autres. Comment avancer la cause de la contraception? Nous avons une vision intégrale du développement durable.
Bien entendu, on prend en considération le réchauffement climatique, mais on travaille également sur le terrorisme et les secteurs et santé. Et les secteurs santé et prévoient des aspects tels que l'immunisation et la contraception. Nous avons construit des partenariats et avec des responsabilités partagées. Ces partenariats a été développé il y a 2 ans. Et il a été inauguré par l'un des ministres et il prévoit la participation du Parlement et du ministère de la Finance, de l'Environnement et du réchauffement climatique et même le ministère de la Défense. Nous avons également des partenaires pour l'exécution des projets, les partenaires qui travaillent auprès de la société civile, etc. Donc, à présent, on travaille au-delà des questions qui touchent les femmes et les jeunes filles. Mais l'ensemble fait partie de la stratégie plus large de développement durable. Nous avons euh, Fonds, nous avons construit un fonds fiduciaire pour lutter contre le VIH, le sida et le malaria. Et ceci va ou est en ligne avec d'autres remarques qui ont mentionné que notre travail pour la promotion de la contraception doit se faire d'une manière intégrale et pas cloisonnée et doit prévoir des aspects tels que la nutrition. Et voilà la façon comme nous travaillons au Nigeria. Excellent, docteur Salma. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Laurent, est-ce que vous avez des remarques à faire à propos de la question de Jacques-François et à partir de la vision du secteur privé? Et qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on a des priorités et en concurrence? Comme je l'avais déjà mentionné au début de mon intervention, notre objectif est d'être là en tant que partenaire. Et c'est justement lorsqu'il y a des priorités concurrentielles que nous voulons faire preuve de présence. Les dernières années, on a choqué les systèmes et à cause de la COVID. Et malheureusement, il y aura toujours des conflits ainsi que des chocs économiques et il est toujours un travail entre les secteurs privés et les secteurs publics pour continuer à travailler pour l'augmentation et du financement et d'une telle ou quelle cause. Et nous devons continuer à voir comment élargir le rôle du secteur privé. Merci beaucoup, Laurent et Dr. Orji. À vous le microphone. Merci à tous les intervenants et merci à tous finalement. Et en analysant la pandémie et nous avons il s'agit de la planification familiale. Tout cela retombe sur la planification familiale. Comment est-ce que l'Afrique pourra être autodurable dans le contexte de la fabrication des commodités et surtout et l'approvisionnement sur tout le continent africain. Alors, bon, suite à la pandémie de Covid, nous avons eu une pénurie de commodités, de produits, surtout dans le contexte de la planification familiale. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne reçoit jamais d'aide pour qu'on puisse fabriquer les produits sur le continent même et pour offrir des postes et de l'emploi? Et
l'Afrique ne souffrirait pas à ce niveau-là. Et finalement, le financement des soutiens, on parle de soutien pour l'Afrique. On voit la guerre en Ukraine, la quantité de ressources allouées à l'Ukraine pour soutenir la guerre. Si on compare les ressources qui sont allouées à l'Afrique, peut-être ce sont des zillions, des milliards. C'est la différence. Alors, c'est toujours une situation inéquitable dans le monde. Alors, ma question, comment soutenir l'Afrique pour qu'elle devienne autogérable, autodurable? Bon, on a fait le point sur la manufacture locale que vous avez souligné lors de ma deuxième question. Mais quels sont les contextes, quels sont les efforts réalisés et comment est-ce que l'Agence des Nations Unies pour la population travaille-t-elle? Bon, je commence. Bon, la première question véritablement à cibler un aspect très important. Si je vais répondre, l'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin d'être reconnue, valorisée. Sa production locale existe, les marchés locaux existent en Afrique et la demande en Afrique pour les produits africains existe déjà. Et je rebondis sur la présentation de James sur la fragilité des marchés africains, le manque d'égalité pour avoir accès aux marchés africains. Et pour répondre à votre question, monsieur, on doit soutenir les marchés africains en termes de production, en termes de chaîne d'approvisionnement, en termes de distribution, en termes de génération de la demande et en termes du secteur privé qui va donner une impulsion à ces démarches. C'est là où il faut investir. Ce n'est pas aider l'Afrique, ce n'est pas l'échafauder. L'Afrique n'est pas handicapée pour être aidée tout le temps. L'Afrique est solide, mais il faut s'assurer que son potentiel soit déployé. Et c'est justement à ça qu'il faut viser. Merci beaucoup. Merci. Alors, bon, très bien dit. Alors, une question provocative, docteur Urgi. Et Salma, comment gérez-vous la conversation au Nigeria? Je sens que les échanges sont dynamiques dans le contexte du Covid et le leadership que le Nigeria a maintenant pris pour lui-même. Bon, je m'aligne avec le commentaire du docteur. L'Afrique n'est pas handicapée, n'a pas les mains ficelées. Nous avons besoin d'une transition de leadership et on a besoin d'avoir une chaîne de leadership, plus d'engagement pour que les Nigérians fassent les démarches pour les Nigérians. On a besoin de soutien technique, ce qui a été fait dans d'autres pays, pour qu'on ne gaspille pas le temps et qu'on fasse une mise en place fast-track sur la voie rapide et des interventions à grand impact. Il faut pas tout faire et on dit toujours au Nigeria, il y a de bonnes pratiques qui ont bien marché si on désagrège par région le pays. Il y a des lieux où les ODD ont été atteints. Et alors, il y a des bonnes leçons à apprendre. Alors, il s'agit de repositionner notre leadership pour agir correctement et pouvoir parvenir à des engagements durables pour le bien-être des femmes et des enfants et voir que le bien-être de ces individus soit le portail vers le développement durable. Et c'est au cœur de nos discussions. Et ces défis sont également liés aux problèmes de santé, de bien-être de la population et des enfants et le manque de capacité des femmes pour éduquer leurs enfants qui n'est pas seulement fondé sur l'ignorance et la mauvaise nutrition, mais il faut garantir leur futur. Alors, il y a des discussions qui sont qui sont tenues au Nigeria. Alors, maintenant, si vous voulez suivre les remarques de Lorraine, surtout les commentaires sur les solutions, mais avant cela, Lorraine, alors, ces conversations sur la manufacture dans le continent africain où vous êtes établi,
Bon, nous avons commencé à parler manufacture et notre ciblage reste à la génération et la distribution, mais je conviens sur ce qui a été dit. Il y a tellement d'énergie, il y a tellement euh, de, de connaissances en matière d'affaires, surtout au Kenya. Et le soutien peut vraiment enclencher le potentiel de débloquer et surtout en ce qui a trait aux médicaments. J'ai parlé aux fabricants et je leur ai demandé s'ils s'intéressent à fabriquer des produits de contraception fabriqués à partir d'hormones ou d'autres. Et évidemment, les fabricants d'Inde les offrent à un prix plus réduit puisqu'ils ont les matières premières. Alors, ces produits doivent être accessibles. Alors, la fabrication de contraceptifs à partir d'hormones doivent être fabriqués de manière spéciale. Alors, ils ne voient pas encore le potentiel pour avoir accès à ce marché et pouvoir fournir ce marché en produits. Et alors, avoir une façon plus concurrentielle, basée sur les prix, pour avoir un investissement sérieux, mais on pourrait soutenir ce mouvement. Alors, voici un énorme défi, James. Bon, nous avons encore quelques minutes, alors on aimerait beaucoup vous écouter, James. Oui, merci. Merci pour cette opportunité, Martin. Et bon, je reprends mon sujet et la question qui a été posée. Bon, je réfléchissais déjà à la communauté de la santé et la façon dont on a conformé le marché et ils se félicitaient déjà comment ils avaient façonné leur marché et suite à la COVID et d'autres expériences qui nous ont beaucoup appris et il faut vraiment réfléchir là-dessus. Alors, on peut dire que une fois que le marché a été structuré, maintenant des mesurements de l'efficacité, évaluer les perspectives court terme, les perspectives sur le long terme et certainement aborder la question, les priorités, les décisions à partir de la hiérarchie et aborder les perspectives et alors, SEMA espère en apprendre beaucoup pour agir différemment. Un exemple, la façon dont on analyse les marchés et on pense à un marché en toute santé. La résilience fait partie de ces facteurs, l'approvisionnement en sécurité et j'ajouterais même, cela nous permettra de repérer ces dimensions au niveau de la manufacture globale. Mais pour nous, ça va plus loin, c'est le financement, c'est l'approvisionnement, on tient compte de la dépendance vis-à-vis des donateurs. Alors, on reconnaît bien la question et il faut apprendre de toutes ces leçons et avoir cette nouvelle approche transformative sur le marché, agir de la meilleure manière, mais tenir en compte ces leçons. Merci, James. Alors, j'espère que après cette heure et quart, vous aurez de meilleures perspectives du pays, de la vision SDSR et les pays ont la capacité de porter le financement, les achats, informer et qui s'informent des besoins des consommateurs, des utilisateurs. Nous savons que on a besoin de partenariats, de réflexion créative. Alors, on espère suivre ces expériences tous ensemble. Alors, visitez à cette adresse, visitez notre exposition dans la salle 104. Alors, vous obtiendrez plus d'informations sur ce code QR. Alors, merci beaucoup. Voici l'adresse de la page. Merci à Lorraine, à Salma, à Ayman
Merci à tous et bonne continuation. Merci de nous avoir suivis.